Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 25 mars au 2 avril 2024, la troisième phase de la troisième lune d'hiver nord, été sud, car comme je le disais déjà dans le bulletin astronomique, c'est parce que la nouvelle lune qui a entamé cette lunaison était encore en hiver, puisque c'était le 10 mars, il me semble. Et donc, c'est la troisième lune d'hiver, ce qui fait que voilà, la lune épouse. Voilà, la lune nous donne, elle épouse le temps, j'allais dire, mais voilà, c'est elle un peu, hein, quand on suit la lune pour faire la météo. On va commencer par parler de météo. Et d'abord, je vous salue et je salue Christophe, donc, et moi c'est Claire, bonjour. Bonjour. Et donc, on est souvent ensemble, hein, pour le but astronomique et les commentaires astrologiques. Avec Christophe, on travaille depuis Glouglou au moins 2005 ensemble. Chaque année, on fait des prévisions météo annuelles au printemps. Alors là, on était justement en train d'en parler et on va faire quelque chose peut-être en ligne début avril, courant avril. On regarde tous les thèmes justement des entrées du soleil en signe, et le soleil étant voilà, le guide évidemment, le repère, le maître, et la lune brodant autour. Et c'est pour ça que ça fait drôlement varier. C'est là-dessus qu'on peut un peu se baser pour faire la météo. Et quand on se réfère justement aux astrologies traditionnelles, et moi en particulier, là je me référais à l'astrologie amérindienne. Chaque lune a son nom, hein, un nom qui évoque le temps qui fait, hein. Mais quand on est dans cette lunaison, on éprouve un petit peu le temps qui est lié. Donc, si on a une lune d'hiver encore, troisième lune d'hiver, elle nous donne un temps de fin d'hiver jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Avec évidemment, ce qui va évidemment faire encore tout un tas de particularités, les planètes, comment elles sont disposées et aspectées. Alors là, nous, on va se concentrer sur le thème de cette pleine lune, éclipse pénombrale de lune, et du dernier quartier. Et la semaine prochaine, on parlera de l'éclipse de soleil. Enfin, j'ai quand même préparé deux petites planches là sur les éclipses. Alors, on va commencer par partager ça, partager l'écran. Donc, sur les éclipses, je mets mon éclipse de lune. Voilà, éclipse de lune. Que se passe-t-il? C'est plus facile quand on le voit. Donc, c'est une planche de Gilbert Que Javot. se passe-t-il? C'est PGJ Astronomie, dont je m'inspire pour dresser l'almanach. Euh, Pas que, mais j'y fais référence. Et donc, nous avons le Soleil, nous avons la Terre et nous avons la Lune. C'est donc la pleine Lune. Quand la Lune est au-dessus, alors vous voyez, le plan de l'écliptique, c'est le plan Soleil-Terre. Donc, quand la Lune est au-dessus ou au-dessous du cône de pénombre, même d'ombre, ici vous avez le cône d'ombre fait par la Terre, et ici vous avez un deuxième cône, un cône de pénombre, voilà, qui n'est donc pas complètement l'ombre, mais c'est quand même plus non plus le plein éclairage. Donc, quand la Lune est carrément en dessus ou en dessous du cône de pénombre, c'est la pleine Lune, brillante dans le ciel. Et quand elle passe dans l'ombre de la Terre, eh bien là, on a une éclipse de Lune. Elle n'est plus éclairée par le Soleil, la Terre le masque pour la Lune. Et du coup, elle devient rougeoyante, car la Terre émet quand même du rayonnement infrarouge. Et c'est ce rayonnement infrarouge qui éclaire à ce moment-là la Lune. Et bon, quand elle est dans le cône de pénombre, elle est grise, voilà, elle est un petit peu grise, et puis après, elle est rouge, et après, ça, c'est quand elle est totale. Bon, celle-ci n'était que pénombrale, et elle est passée juste, mais elle est bien passée dans la pénombre. Et nous avons ensuite le schéma de l'éclipse de soleil. C'est le contraire, c'est toujours à la nouvelle lune, hein. Nous avons le soleil, la lune et la Terre. Donc, vue de Terre, la lune est devant le soleil. Si pareil, la Lune fait un cône d'ombre beaucoup plus fin, hein, qui va toucher une petite
bande de terre, un point précis sur Terre avec une petite bande de même 50 kilomètres à peine. Une petite bande qui se déplace évidemment, puisque tout le monde se déplace, hein, la Lune, la Lune, la Terre, tout le monde bouge. Et donc qui se déplace sur Terre. Et il y a aussi, bien sûr, le cône de pénombre, donc dans lequel on peut voir une partie de l'éclipse. Alors nous y reviendrons pour le 8 avril, pour la nouvelle lune. On va se concentrer sur les thèmes de cette période, et peut-être un peu plus autour, pour se repérer dans le schéma des événements. Ah, je le mets en grand, voilà. Ce bandeau est toujours un petit peu embarrassant, décidément. C'est lui, c'est ça que je vais placer, non. Ah. Donc, ce thème de la pleine lune, elle a donc lieu pour nous une fois que la lune est couchée, hein, la pleine lune, puisque c'est le soleil est levé, il est 7 heures TU, donc 8 heures à nos montres. Le soleil est levé, donc, et la lune est couchée, elle est pile à l'opposé, bien entendu. C'est donc une opposition et elle est détendue par Pluton, qui se trouve en 10. On remarquera que tout est diurne, sauf Jupiter-Uranus, qui ne sont pas encore levés, qui vont se lever, et la Lune, donc, qui est couchée, et que tout le reste est regroupé dans le cadran post-contact, c'est-à-dire bilan. Et là, c'est vrai qu'on fait un espèce de bilan assez morbide, hein, en ce 25 mars, c'est très saignant. C'est terrible, et ça pète de partout. Et je pense que la tension monte. On a Jupiter, Uranus de plus en plus qui se rapprochent, hein. Ils vont être conjoints en géocentrique le 21 avril. Ils ont été conjoints en héliocentrique le 12 mars. Vous voyez, en hélio, Jupiter a doublé Uranus. Ils sont pareils en taureau, à quelques degrés près par rapport au géocentrique. Et en géocentrique, j'étais sur le thème Soleil Bélier. Comment j'ai fait pour sauter? C'était juste avant. Voilà, en géocentrique, elles se rapprochent et elles vont être donc conjointes le 21 avril. Là, elles forment un demi-carré au Soleil. Là, c'est Uranus qui est en demi-carré au Soleil. Donc, dans les jours précédents, on a eu le demi-carré au mi-point entre le 22 mars. C'était le mi-point, le demi-carré entre Jupiter et Uranus. Et sinon, donc il y a vraiment quelque chose qui fait irruption, hein. C'est bon, je pense surtout à l'attentat de Moscou là, mais alors et puis ce trouble, on a Neptune, le Soleil est passé en conjonction à Neptune et donc le 17 mars et Neptune se retrouve juste comme pôle perturbateur, pris dans l'opposition de la pleine lune, mais pas détendu, pas avec la détente par le sextile à Pluton, qui fait un bilan un petit peu morbide, hein, ou du moins macabre. On compte les morts. Qu'est-ce qu'on a? La conjonction Neptune-Soleil est terminée. Oui, 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 c'était le 17 mars, et puis le soleil est D'accord. entré en bélier le 20. On est encore D'accord. dans l'orbe, hein. On est encore dans l'orbe, il n'y a pas 10 degrés encore entre les Ah, deux. Et en signe succédant, donc c'est plus une conjonction c'est plus ça a plutôt une tendance, c'est assez tensionnel. Le bélier évidemment réagit aux poissons, donc oui, poisson, là, oui. là où avec les poissons ça coule, avec le bélier ça impacte. Et donc ça a eu lieu juste pour l'entrée du soleil en bélier 2 jours après. Et on a un amas en 11, Mars, Saturne, Vénus. Et on voit que, alors Mars, pareil, Et pas oui. d'aspect. Et Saturne conjoint Vénus, ça fait souffrir.
En poisson, voilà, c'est une démarche soit de rédemption, enfin de pardon, tout ça, soit on est dans la souffrance. Les, les créatures morflent, éprouvent. On est vraiment dans l'épreuve, ça déchire, hein. Et Vénus est demi-carrée à Pluton. Bon, ben, il y en a qui sont partis de l'autre côté, et violemment. Et donc, bien sûr, la Lune est en balance puisque le Soleil est en bélier. Donc, en Hélio, on est vraiment dans là, ils sont conjoints de chez conjoints, là, hein, Jupiter-Uranus, 22-23. Et, et en plus, ils sont carrés à Vénus qu'en Verseau. Donc, on voit encore. Et qui est un, un pôle, ben, je ne sais même pas, un, un relais perturbateur dans cette forme, qui sinon c'est assez cohérente. Alors, Terre, Pluton, Neptune, Mercure, c'est très désincarné, tout ça. Opposé Mercure, opposé Mars, Verseau, qui est aussi trigone à la Terre. Donc, on a ce grand rectangle qui se dédouble. Et donc, on a Mars et Vénus, en fait, dans le signe du Verseau, et Pluton également, puisque ça y est, on a Pluton, Mars, Vénus, en héliocentrique, en Verseau. On va regarder un petit peu le RET pour commencer. Voilà. Pluton, pouvoir de la transcendance, transcendance de la transcendance, et Vénus et Mars qui nous parlent de l'existence, hein, existence intensive. Les deux ont cette fonction, c'est-à-dire ce qui touche et ce qui meut et qui émeut. Et donc, ben voilà, ça parle de nous, les hommes et les femmes, les créatures terrestres, toutes simples et qui sont un petit peu portées ou préférées, quoi, si vous voulez. Un des préférés, c'est Vénus, mais c'est ce qui s'incarne dans ce qu'on connaît. Voilà. Et donc, nous sommes dans elles sont. Donc, il y a une rupture de niveau, hein, entre Pluton, l'autre monde, et puis Vénus et Mars, les pieds sur Terre, même si c'est Mars. D'après Jean-Pierre, ça faut le dire, d'après Jean-Pierre Nicolas, bien dans les années 80, donc on était loin de savoir tout ce qu'on savait, justement, grâce à ce modèle RET, euh, on pouvait déduire justement que la vie dans le système solaire était née sur Mars. La vie dans le système solaire serait née sur Mars et les découvertes qu'on fait depuis sur Mars ont tendance à nous le faire penser, puisque on reconnaît nettement qu'il y a eu de l'eau, enfin il y a eu toute une vie sur Mars dans les débuts de la planète, il y a environ 3 milliards d'années, et qu'ensuite, bon, ben, Mars a perdu son atmosphère en grande partie, et tout ça s'est un peu évaporé. Donc, on va regarder le signe du Verseau, donc le signe du Verseau dans le zodiaque conditionnaliste. Donc, c'est le sud dominant et le nord dominant décroissant et le nord petit, enfin qui n'est pas dominant et qui, lui, par contre, augmente. Nous avons l'induction positive du milieu de saison. Nous sommes en lenteur d'inhibition majeure et petite vitesse d'excitation, qui, elle, est la force majeure, la dynamique majeure du printemps, ou du moins du printemps nord, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et donc, on a un petit peu une idée fixe, hein, euh, c'est l'induction positive. Alors, on va se, au milieu d'une saison en force d'inhibition, là, c'est la force d'inhibition extinctive, là où on éteint tous les signaux, c'est l'oubli, c'est la fonction de l'oubli. Et puis là, il y a quelque chose d'essentiel, mais très, bah voilà, c'est utopique, mais ou embryonnaire, etc., qui a une vision qui le pousse en avant et qui amène à faire des projets. Mais le problème du Verseau, justement, ce qu'il a de moins fort, ça, c'est le contraire c'est l'inverse plutôt du Taureau, hein. Donc force d'excitation naturelle, force d'inhibition naturelle majeure et
force, le contraire, celle du Verseau, force d'excitation recréatrice mineure. Donc le Taureau sait récupérer et fait attention à la vie. Le Verseau ne sait pas récupérer, il plane, il fait pas attention à la vie s'il ne s'intéresse pas à ses fonctions mineures. Et donc au nom d'un idéal collectiviste, on peut zigouiller. Voilà, c'était pour vous dire ça. Je reviens sur les thèmes. Alors, parce qu'on va avancer quand même, on va aller voir comment ça se passe après. On voit notre Mercure qui est très haut en latitude. Voilà, là qui est dans le signe du Bélier et là dans le signe du Lion, opposé à Pluton. Oui, on a insisté à quelque chose de, voilà, Mercure en Lion, particulièrement choquant. Voilà, puis ça fait le tour de la planète, évidemment, dans le contexte actuel. Alors, je vais voir un petit peu plus loin. On peut voir aussi que dont la forme, c'est sensiblement la même dans le référentiel objet. Oui, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de différence. Et en local, c'est Mercure le perturbateur. Là, Mercure ne fait pas d'aspect. Et voilà, donc comment expliquer, comment expliquer quelque chose d'inexplicable? C'est par la foi. Nous arrivons au dernier quartier. Alors, j'ai pas fait les ingresses lunaires qui sont surtout intéressants Neptune. pour la météo d'ailleurs, mais pas que, parce que la météo politique suit la météo naturelle. C'est assez. C'est la même chose en fait, hein, à différents niveaux. On réagit, la Terre réagit, nous individus et nous collectivités, sociétés, on réagit également. On est pris dans le même contexte. Après, évidemment, chacun réagit en fonction de ce qu'il est lui-même, sa propre nature spécifique qu'on peut trouver dans son thème. Alors, au dernier quartier, ben, c'est encore Mercure. Hein, oui, ben, c'est juste, j'avais de l'avance en local, hein, la perturbe. Mercure est tensionnel, il y a vraiment. C'est difficile de se comprendre. Hein, difficile de se comprendre. Là, Pluton en 11, de l'autre, les amis célestes ne sont pas forcément très contents. Nous avons Uranus et Jupiter qui se rapprochent, qui se rapprochent, qui se rapprochent, qui sont un pivot détente de la forme dans le thème ici, donc du référentiel relation, avec la Lune en Capricorne et Mars en Saturne en Poisson, euh, limite. Hein. Bah c'est sérieux ça. Hein. Ça c'est sérieux, sévère. Ascendant Verseau, avec Pluton, on va voilà, et tout en pré-contact. Hein. Donc ce qui mobilise les besoins, les envies. On aspire à quelque chose. On aspire à un monde nouveau. Oui, on aspire à un monde nouveau. Et on se voit comme des créatures souffrantes. Un Mars, Saturne, Vénus, Neptune en Poisson. Encore en maison 1. On, j'allais dire, on bouffe. On se nourrit d'infos nouvelles. Hein. On se nourrit on a besoin de nouvelles Nouveauté. certitudes. Bon, on est dans le carré. Pardon? Et il y a Uranus qui est maître de l'ascendant, qui détient Mars, les trois planètes. Là, Non, pardon, c'est Neptune. Non, je me suis trompé. Non, non, si on tient les maîtrises, c'est plutôt le Uranus, c'est plutôt maître du Verseau. Oui, Effectivement, oui, dans ce oui, oui, cas-là, oui. ce que tu dis tient la route. C'est Neptune qui détient tout ça. Ouais. Ah bon? Ah non, c'est Uranus. Et on a donc un gros paquet en Poisson. Hein. On fait Oui, mais voilà. ces contritions. C'est sûr qu'on a un gros amas dans le signe des Poissons. Ah, en Hélio, on voit encore Mercure dissonant. Mercure donc tensionnel là, sur Saturne. Ouais, il faut qu'on s'explique. Faut arriver à s'expliquer. Or, c'est pas facile. Hein. Les mots
trouver les bons mots pour exprimer ce qu'on éprouve. Parce que Mercure en Vierge, en fait, Mercure donc en fond est en Vierge, et donc cherche le mot qui va bien. Je veux dire, c'est Mercure Vierge va bien sûr vouloir l'expression précise, et opposer Saturne en Poisson, c'est pas facile. C'est pas facile de parler de, de, de l'autre monde, de ce qui se passe de l'autre côté. Mais justement, il y en a qui réussissent très bien d'ailleurs. Euh, on voit qu'on est vraiment en train de tourner une page grave. Donc là, on voit surtout on se prépare. On est dans les préparatifs. Là, ce coup-ci, il n'y a que Lune et Pluton qui sont diurnes, qui viennent de se lever. Pour chez nous, hein. Tout ça, c'est forcément localisé, puisqu'il y a l'ascendant et le milieu du ciel, il y a les axes. Est-ce qu'on jette un coup d'œil? Et il n'y a rien d'occidental, hein. Ça se passe en nous-mêmes, dans l'inconscient collectif post-contact, et dans notre inconscient individuel, ou du moins dans notre inconscient ou pas inconscient d'ailleurs, hein, parce que c'est tout. Nos égrégores collectifs, nos formes de pensée collectives, et notre égrégore individuel, notre univers personnel, qui bien sûr est nourri par l'univers collectif. Mais c'est pas dans le manifesté, c'est dans le non manifesté de ce côté. C'est le non manifesté de ce côté, c'est le manifesté. Et là, bah, ça travaille en nous-mêmes, et le monde se remet en question, vraiment, et s'interroge sur ce, sur ce nouveau monde, hein. Est-ce que je regarde un petit peu le thème du 8? Est-ce qu'on a, oui, il y aura encore sûrement tellement de choses à dire. Je reviens peut-être sur la lunaison, parce qu'on va s'expliquer peut-être des choses, où je vais voir tout de suite le 8 avril. Allez, on va voir le 8 avril, et on reviendra ensuite sur la précédente nouvelle lune. Voilà, donc le 8 avril, la lune va acter le printemps. Ah ben ça tombe bien, elle est au descendant avec Mercure, donc effectivement, il fera pas bien chaud. Vous voyez, elle est au descendant et au nœud ascendant, à son nœud ascendant, puisque pour l'éclipse de lune pénombrale de la pleine lune, elle était à son nœud descendant. Donc là, elle est au contraire à son nœud ascendant avec lune et soleil. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai montré au début, on a l'alignement soleil, lune, terre. Et donc, vue de terre, on voit la lune devant le soleil. Et il y a quelque chose voilà, qui altère, ou il y a un nouveau message de Mercure, avec la nouvelle lune en bélier, un nouveau message. Ah, une Oui. nouveauté. Et là, je vous signale qu'on a Ouais. tout occidental, hein, contrairement au précédent. Donc, l'ascendant est en balance, donc, puisque la nouvelle lune est en bélier, et son éclipse de soleil est en bélier au descendant. Donc, on se prend du nouveau dans la figure. Ça va être encore quelque chose d'extraordinaire, qui va bientôt, bien sûr, être marqué par la conjonction Jupiter-Uranus. Elle se répète tous les 13 ans, puisque Jupiter fait un tour en 11-12 ans, un peu moins de 12 ans, et Uranus un tour en Dans 84 ans. 69, Voilà, mais tous les 13 ans, donc, mais pas toujours, bien sûr, donc pas dans le même signe, hein, puisque ça se décale ouais, ouais. au moins d'un signe, si ce n'est de deux, ça dépend. Voilà. Donc la précédente devait être en 2011 à rechercher, et elle devait être dans le signe du bélier, puisque Uranus était en bélier. La précédente devait être en 2000, 2011 ou 2012, 2010, peut-être. ou 2010, entre 2010 et 2012, dans le signe du bélier. Je vais te dire, je vais essayer de voir ça. Ouais. Et on voit qu'on va avoir une conjonction Mars-Saturne qui fait un demi-carré à Pluton. Les temps sont sévères, hein. Ça va être. Il est temps que nous devenions sages, parce que Pluton sextile Vénus, Neptune. 2000. C'est sûr que, bon, si on change, j'allais dire, si on change pas de paradigme, il est grand temps, il est urgent de changer de paradigme, justement, là, c'est-à-dire de façon de penser collective, quoi.
de vision sur la réalité du monde. Parce que plus on veut se tendre dans un 2010, la milieu. conjonction, hein. Ouais, 2010, d'accord. Et donc en bélier. C'est sûr que ça a ouvert une nouvelle dynamique, hein. Uranus en bélier, ça a ouvert une nouvelle dynamique totalitaire, quelque part, parce qu'il y a toujours un Oh, côté attends. très totalitaire avec Uranus, hein. On veut rassembler tout dans le même faisceau, justement. Et faisceau, fascisme, enfin, il y a un côté. Euh, donc, on a vu les débuts, donc c'était en 2010, avec cette conjonction bélier. Et là, en taureau, qu'est-ce qu'on fait? On enfonce le clou, hein, puisque le taureau, c'est le signe fixe, donc deux milieux de saison du printemps nord, c'est-à-dire force d'excitation naturelle et vitesse d'excitation dominante, majeure. Et le taureau, avec son induction négative, eh bien, concentre, concentre l'énergie donc de la saison en un point et donc du coup il se repose dans tous les autres domaines. Donc c'est pour ça que il y a le repos, mais il y a aussi la passion et la canalisation, voilà, centrale. Et donc là, avec Jupiter et Uranus, hein, les fonctions de canalisation, tiens, on va se les remettre, on va se remettre le RET. Donc, on va vers l'unique du niveau existence Jupiter, donc du haut duel jusqu'à la Juin. dimension unique de la fonction solaire, et avec Uranus, du multiple de la transcendance, pareil vers l'unique. Donc on veut tout rassembler en une idée, un point, une bannière. Voilà. Et donc on a le pouvoir spirituel Uranus, le pouvoir temporel Jupiter. On, on va se ranger. Voilà, on peut pas. Là, il est difficile de séparer le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, justement. Tout pouvoir temporel est teinté de spiritualité, et la spiritualité, évidemment, se manifeste dans le monde concret, quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez poignant, important, et évidemment, ce serait intéressant de rechercher. Il y a 84 ans, à peu près, l'année, bah, c'était dans les années du nazisme, hein, les années 40, la dernière conjonction Jupiter-Uranus en taureau. C'était autour des années 40, puisque nous sommes en 2024. Donc, c'était peut-être au début, on va pouvoir la retrouver. Et donc, est-ce qu'on est encore là? On peut se demander, parce que là, la tension guerrière devient telle que je sais que les États-Unis, sur le parcours de l'éclipse, ont pris des mesures invraisemblables de sécurité. Ils ont dit aux gens de faire leurs courses 3 jours à l'avance, de ne pas sortir de chez eux pendant l'éclipse. Enfin, bon, en même temps, ils attendent évidemment énormément de spectateurs, de gens qui viennent du monde entier pour voir et photographier l'éclipse. Et j'espère qu'on aura de belles photos j'aurai de belles photos à partager. Enfin, alors, en héliocentrique, par contre, ah ben là, ça a l'air. Est-ce qu'on arrivera à discuter quand même sur la base de tous les disparus, hein, un demi-carré, Vénus, Saturne, à Pluton? On voit que Mercure se rapproche de la Terre, donc, puisque le 11, elle est en conjonction inférieure. Et en Mais il balance, est toujours dissonant. pas en héliocentrique, hein, c'est Il est tout- magnifique en héliocentrique. En géocentrique, fais-moi et rêver. Jupiter, Non, je te parle de Mercure. ah, en géocentrique, oui, d'accord. Là, ça a l'air Ouais, oui, d'accord, quelque mais moi part. j'étais sur l'héliocentrique. On discute là. Il y a Mars en Verseau. On peut un petit peu discuter quand même. Si on bagarre Mars en pas, poisson. là, Mars en poisson. en héliocentrique, Mars est en Verseau. Ah oui, d'accord. D'accord, Je oui. suis sur l'héliocentrique là. Et Oui, Mercure, oui, oui, oui. Mercure-Terre en balance, voilà. Je sais pas si tu vois bien le thème là, il y a le décalage. Oui, je me Et suis donc, débrouillé pour le voir. il y a une alternative. On discute d'une alternative. Voilà ce que ça montre. Au carré Mars, au carré de Jupiter-Uranus,
Voilà, Oui, on d'accord. envisage la suite de manière plus réaliste, hein, parce que Mars en Verseau, c'est plus réaliste que le Soleil, hein, on est concret quand même. Donc, les projets concrets, on en parle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va, il y a assez de morts comme ça. Quand est-ce qu'on s'arrête? Et Neptune est très. Neptune coulifie, là. Donc, il faut évidemment se rapprocher de la sagesse et de la connaissance pour arrêter de tomber dans tous les panneaux, parce que en même temps, Jupiter, Uranus en taureau, mais c'est un peu comme la lumière pour attirer les insectes, quoi. Tous les insectes viennent se fracasser sur la lumière. On te fait bien peur, parce que bon, c'est ce levier de la peur. Alors, c'est vrai que Mercure Vierge, tiens, dans le thème précédent, voilà, là, on a une ambiance de peur, hein. Mercure opposé Saturne, Mercure Vierge, je suis sur les Lions, hein. Les Lions qui nous parlent de comment on pense collectivement le monde. Donc, Mercure Vierge opposé Saturne Poisson, là, on a peur, poète poète, hein. C'est avant l'éclipse, alors on sait qu'il y a une ambiance de peur aux États-Unis, entre autres, mais partout. Et ben là, on la voit bien. Alors apparemment, bah, ça va passer, hein, comme le reste. Il suffit de considérer ça avec un peu de recul. D'ailleurs, ce que nous dit toujours Pluton, voilà, prenez du recul. Voyez ça depuis un point de vue totalement distancié. Observez cette scène du monde et ça va passer. Là, on vous menace, mais c'est juste faut réajuster sa pensée. C'est une exigence de réajustement de comment on pense. Il faut penser nouveau, ça bouscule, ça dérange. Donc je reviens sur le géocentrique. Ça dérange nos croyances les plus profondes. C'est parce que justement, on accède à des connaissances qui étaient oubliées. Parce que voilà, c'est dans cette saison, alors le Verseau, je reviens encore sur le Verseau, cette saison de l'oubli, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, on efface les mémoires anciennes et le Verseau va récupérer, va trouver dans les trucs les plus archaïques, il va retrouver les, la substantifique moelle, c'est pas encore de la moelle, enfin, ou du moins la fibre qui va donner matière à un nouveau projet. Donc, faut ça, se préparer, voilà, se mettre dans un nouveau bain, ça c'est sûr. On a aussi bah, le fait que justement on pense beaucoup de toutes sortes de manières, hein, à, bah, à explorer l'espace par la, l'aéronautique, par l'astronautique, mais aussi et l'astronautique et l'exobiologie. Il y a tout un autre pan de gens qui vivent ça plutôt dans Non, mais l'observation des ovnis et le contact avec les extraterrestres. Et qu'est-ce que j'oublie encore dans ce domaine? Et d'autres façons d'aborder la question encore, mais ce qui est sûr, c'est que on pense autrement. Voilà. Et qu'on se dit vraiment qu'on ne doit pas être tout seul. Voilà. On a des. Et là, d'ailleurs, Vénus, Neptune en poisson, euh, voilà, nous parle de ces rencontres. Là, on touche Neptune, des gens Vénus. qui viennent de très très loin et d'ailleurs, quoi. Un autre monde qu'on capte plutôt dans sa psyché, plutôt que, évidemment, qu'il n'est pas évident de rencontrer sur le plancher des vaches, parce qu'on n'est pas forcément dans la même densité. Tu allais dire quelque chose, Christophe? Non, 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 non. Et alors, c'est sensible à Neptune, ou à parallèle de latitude en géocentrique Neptune-Mars. Donc, c'est pareil, c'est le petit E. C'est intéressant des fois de regarder les latitudes, justement. On a une conjonction Oui. Vénus-Neptune en poisson, donc en longitude, et en latitude, on a Neptune et Mars qui sont à la même latitude, donc qui tapent dans la même fréquence. Et donc là, ça amène à contacter des choses extra qui sont de très très loin, qui sont
vraiment au-delà du monde visible, qui peuvent être sensibles. Et là, avec Mars, les choses deviennent sensibles. En héliocentrique, c'est un parallèle de latitude Mars-Saturne. Donc en fait, on éprouve. Voilà, bah, ce sera tout pour aujourd'hui, car nous avons été encore coupés. Et voilà, Christophe n'est plus là. Je vous salue, donc je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à nous laisser des commentaires. Vos commentaires sont très précieux pour nous encourager et on va essayer de faire mieux présenter pour la prochaine fois encore. On essaie de s'améliorer, même si on improvise toujours sur les thèmes. Je vous donne donc rendez-vous lundi 1er avril pour la suite des commentaires astrologiques de l'almanach des Fées Célestes. Au revoir les amis, à bientôt.